Moi, quand je rencontre des porteurs de projets, notamment, quand on leur parle de fiscalité ou de réglementation, souvent, en fait, ils s'y intéressent pas aussi parce qu'ils disent, mais finalement, on a des comptables, on a des experts comptables, dans les cabinets comptables, il y a des juristes, on peut avoir un avocat, donc on ne s'intéresse pas à ces sujets, c'est finalement prendre le risque qu'ils prennent la décision à notre place. Le droit est intimement lié à la politique et c'est le résultat d'un rapport de force. Bonjour Francis, je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast dans nos locaux à Beaupont. On sort de 4 jours de tournage, sur la fiscalité et les plus-values, on va en parler. Mais auparavant, en fait, ça fait longtemps qu'on collabore ensemble et ça fait longtemps qu'on a commencé à tourner des vidéos avec toi, puisque si je ne m'abuse, on a démarré en 2017, je crois. Ça, voilà, ça date un peu. Et aujourd'hui, je suis content qu'on prenne ce temps dans ce podcast avec toi, à la fois pour que tu puisses te présenter à notre audience et que tu puisses également expliquer un peu quel a été ton parcours et pourquoi c'est important ces sujets. Alors on rappelle ou on explique pour ceux qui ne te connaîtraient pas que tu es juriste fiscaliste, mais tu vas te présenter et que tu interviens évidemment en agriculture, mais aussi dans le tourisme, tourisme rural. Euh, alors c'est vrai que c'est des thèmes des fois un peu ardus. Des fois on pourrait dire que c'est des thèmes pour initier. Et toi ton travail, hein, c'est un travail de vulgarisation, c'est-à-dire c'est à la fois un travail d'expertise, mais aussi un travail de vulgarisation, puisque tu vas nous expliquer que tu fais pas mal de formations. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer un peu ton parcours et ce qui t'a amené en fait à t'investir à fond dans ces thèmes, dans ces thèmes. Oui, donc je m'appelle Francis Varenne. Ma profession, c'est d'être juriste fiscaliste depuis une trentaine d'années. J'ai été pendant une quinzaine d'années salarié d'organismes agricoles, notamment à Paris. Et une expérience très enrichissante puisque j'ai vécu la façon dont les lois sont créées, sont négociées. Et puis, depuis une quinzaine d'années, je suis désormais formateur indépendant. Alors, pourquoi je m'intéresse au secteur agricole? En fait, à l'origine, quand j'étais jeune, au lycée, je pensais être agriculteur, pouvoir reprendre l'exploitation familiale. Et puis, pour des raisons personnelles, cela s'est pas fait. Et puis ensuite, j'ai repris des études juridiques à l'université. Et au terme de ces études, eh bien, je me suis intéressé directement au droit rural, ayant cette sensibilité très forte par rapport au monde agricole. Et dans le cadre de cette activité, j'ai découvert la formation. Oui, c'était très intéressant de faire des formations auprès de juristes, de fiscalistes, mais aussi de conseillers d'entreprise et d'agriculteurs, de porteurs de projets. Alors, comme tu l'as précisé, j'ai en quelque sorte deux spécialités. D'une part, les aspects juridiques, fiscaux et sociaux des entreprises agricoles, mais également une compétence sur les aspects toujours juridiques, fiscaux et sociaux du tourisme. Chez l'habitant, on va dire. Parce qu'à l'origine, c'était le tourisme rural. Et puis, vu le développement des activités de meublé de tourisme, de chambres d'hôtes, donc j'ai développé une activité auprès d'organismes non agricoles sur ces activités d'hébergement chez l'habitant avec la présentation des questions juridiques, fiscales et sociales. Donc mon activité principale, c'est une activité de formateur indépendant, soit auprès d'organismes nationaux, donc des formations essentiellement sur Paris ou en région parisienne, mais aussi des formations en département à la demande. Je n'organise pas de formation, je réponds à des demandes et j'anime ces formations auprès, je le répète, soit de chefs d'entreprise, de personnes qui ont des projets ou de techniciens qui s'intéressent à ces questions juridiques, fiscales et sociales. Alors je trouve que pour travailler depuis quelques années avec toi, ce qui fait quand même ta spécificité, c'est la palette assez large en fait de thèmes sur lesquels tu interviens.
souvent, et on en avait parlé d'ailleurs là il y a quelques jours, en fait, les intervenants en juridiques ou fiscaux sont très très spécialisés. Et évidemment, il faut l'être pour être compétent. Mais toi, tu arrives en fait à avoir une vue assez globale et en fait assez large en fait du domaine agricole et pas que, puisque tu l'as dit, tu interviens aussi sur le tourisme chez l'habitant. Qu'est-ce qui fait que tu as souhaité en fait toucher à toutes ces facettes en fait du droit agricole? Ben, c'est souvent la demande. Quand on est en présence d'un porteur de projet ou d'un chef d'entreprise, euh, on est sollicité pour que on formule des éléments de réponse à la fois sur le statut juridique de l'entreprise, les différentes réglementations également sur le plan juridique, le droit des sociétés, le statut du fermage, et puis les porteurs de projet et aussi les chefs d'entreprise eh bien, sont intéressés par le volet fiscal, le régime d'imposition des bénéfices, les autres impôts, et enfin le volet social, à savoir de quel régime social on relève, est-ce qu'on est non salarié, salarié, le montant des cotisations sociales qui est dû, le montant des prestations sociales, et en plus dans le monde agricole, on a un quatrième volet, c'est la réglementation économique au titre de la PAC. Donc si on veut avoir une approche globale, alors je ne prétends pas être compétent sur tous les sujets, mais c'est important pour que la prestation soit utile auprès des, soit des personnes qui me consultent ou des stagiaires, de pouvoir appréhender l'ensemble des sujets réglementaires, même s'il y a encore bien d'autres sujets, auquel cas il faut se reporter auprès des personnes spécialisées. Mais donc c'est vraiment la demande en fait des agriculteurs ou des porteurs de projets ou des conseillers qui t'a fait évoluer vers cette vue un peu plus globale de la réglementation. Euh, Aujourd'hui, est-ce que moi, quand je rencontre des porteurs de projets notamment, ou moins des agriculteurs, mais surtout des porteurs de projets, alors des fois aussi des agriculteurs, quand on leur parle de fiscalité ou de réglementation, bon déjà, ils apprécient pas trop le sujet, hein, ça semble un peu un sujet rébarbatif parce que c'est complexe en réalité. Et souvent, en fait, ils s'y intéressent pas aussi parce qu'ils disent, mais finalement, on a des comptables, on a des experts comptables. Dans les cabinets comptables, il y a des juristes, on peut avoir un avocat, les avocats. Et tous ces gens-là, en fait, on les paye, donc ils sont là pour nous apporter un conseil. Donc, on ne s'intéresse pas à ces sujets. Quand on a une question, on leur demande et finalement, on se réfère à eux. Mais je trouve que c'est presque si on ne maîtrise pas du tout la réglementation, se référer que au conseil d'un avocat ou d'un juriste fiscaliste, c'est finalement prendre le risque qu'ils prennent la décision à notre place. Comment tu vois ça, toi? C'est quoi pour toi les enjeux pour un agriculteur ou un porteur de projet, pas de connaître toute la réglementation, c'est impossible, mais au moins de maîtriser un minimum la compréhension de ces couches un peu réglementaires? Alors, de mon point de vue, il est important que aussi bien le porteur de projet que le chef d'entreprise soient initiés à ces questions pour ne pas déléguer à des prestataires certes compétents, mais il est important que les personnes soient initiées pour comprendre les enjeux. Alors, généralement, dans le cadre des formations que je réalise, les personnes comprennent assez rapidement l'enjeu et appréhendent le fait qu'il est important qu'elles maîtrisent un minimum de choses. Il ne s'agit pas de devenir un spécialiste, mais de choisir notamment la bonne forme juridique, parce que parfois des montages complexes peuvent être proposés pour lesquels le chef d'entreprise peut être dépassé. Donc de mon point de vue, il est utile que, je le répète, à la fois le porteur de projet ou le chef d'entreprise maîtrise un minimum de choses pour avoir un peu un esprit critique et qui soit autonome et ainsi faire les choix qui sont adaptés à sa situation. Alors, l'expérience que je vis faisant de la formation depuis plus de 20 ans, c'est que les gens comprennent assez rapidement les choses, ont en effet souvent un a priori à l'égard de ces aspects réglementaires qui sont un peu ardus, pour ne pas dire rébarbatifs, mais comprennent assez rapidement qu'en fait c'est concret. Hein. Le droit, c'est la vie de tous les jours. La fiscalité comporte des enjeux financiers,
Et dès lors qu'on arrive à sensibiliser les personnes, à ne pas les assommer avec des textes, à bien expliquer l'enjeu technique, les personnes en général comprennent l'intérêt de ces textes, même si on assiste à une complexification. Moi, je constate dans mon expérience que finalement le droit est accessible par tout le monde, hein, c'est plutôt mon point de vue, et qu'il ne faut pas en effet déléguer à des spécialistes. Alors les spécialistes sont très compétents, mais il est important que le chef d'entreprise maîtrise un minimum le sujet pour faire les choix selon ses propres convictions. C'est ça. Et puis du coup, je trouve que s'il maîtrise le sujet un minimum, en fait, il peut aussi demander l'avis à des spécialistes différents et se faire à la fin son propre avis. Et de dire, ben voilà, lui il me propose ça, lui il me propose ça, parce que c'est pas de la science, hein, j'allais dire, la loi elle s'interprète aussi, il y a des façons de la mettre en œuvre, peut-être des fois différentes, suivant les départements, il peut y avoir des spécificités locales, donc du coup le fait d'avoir un minimum de bagages sur ces thématiques-là permet en fait de faire des choix éclairés. Ça je trouve intéressant, mais pour autant, pour ça, il faut, et ça je trouve que c'est un peu ta force, c'est de réussir à vulgariser ces thèmes-là. C'est-à-dire que, parce que le BOFIP, il est accessible pour tout le monde. Les textes sont accessibles par tout le monde sur Internet. On est d'accord. Après, il faut les décrypter. Mais l'intérêt de la formation, puisque c'est ma thématique principale, et la mission d'Aguelern également, c'est de faire de la formation et de vulgariser, hein, c'est d'expliquer l'enjeu. Hein, il ne s'agit pas de maîtriser sur le bout des doigts les différentes subtilités, mais de comprendre l'enjeu, et comme tu l'as précisé, de permettre à nos interlocuteurs d'avoir un aspect critique à l'égard des différentes dispositions. Alors, en plus des formations, je réalise effectivement un certain nombre de conseils, et lors de ces échanges avec ces différentes personnes, justement, je leur précise, n'hésitez pas à aller voir plusieurs conseils qui vont très certainement proposer plusieurs solutions. Par exemple, sur le choix d'une société ou pas de société, les régimes d'imposition des bénéfices. Donc c'est important que les acteurs aient un minimum de notions pour choisir des choix appropriés. Assez souvent, je vois des gens qui se sont vus presque quasiment imposer un modèle parce qu'ils ils sont allés voir qu'un seul prestataire. Il ne s'agit pas de citer des noms en particulier, mais il est important que les personnes, par cette initiation, font des choix qui correspondent à leur volonté et non pas déléguer totalement ces choix à des personnes compétentes et qui parfois proposent des formules qui sont aussi intéressées parce que derrière il y a un enjeu financier de vente des prestations, qu'il s'agisse de prestations de droit ou des prestations du chiffre. Ouais. Ce que tu abordes là, c'est finalement l'importance aussi de la neutralité du conseil. C'est-à-dire, la personne qui conseille, il faut voir de où elle conseille. Et du coup, c'est intéressant aussi pour ça la formation, de ne pas être jugé parti. C'est-à-dire, on donne un conseil sur le choix de société juridique, on n'est soi-même pas prestataire pour monter les formules juridiques. On fait un conseil de tel régime d'imposition, on n'est soi-même pas... on ne réalise pas soi-même les prestations liées à ça. Donc ça, c'est important. Moi, je trouve la plus-value qu'on apporte en formation. Avant de rentrer un peu plus dans le détail des thèmes et des sujets qu'on a filmés ensemble ces jours, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul parce que la réglementation, comme tu dis, ça fait un peu peur. Dans le monde agricole, on voit que quand il y a des manifestations, souvent... une des premières choses qu'ils disent, en plus d'avoir des prix rémunérateurs, c'est il y a trop de réglementation. Du coup, est-ce que tu pourrais apporter un éclairage sur comment en fait ça se passe, ces rouages-là, à partir du moment où finalement les politiques ont donné des grandes orientations sur ce qu'ils veulent, comment derrière en fait les textes plutôt qui vont être votés ensuite s'écrivent. Et comment en fait ils s'affinent au-delà de l'aspect j'allais dire politique, hein, bon on sait très bien comment ça se passe, voilà,
au niveau des députés et des sénateurs après, mais avant ça, comment ça se rédige pour que les gens qui rédigent ça, finalement, aient des lois qui soient le plus appropriées à la réalité de ce qui est vécu, et que les lois atteignent l'objectif politique qui était fixé. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, c'est un sujet complexe et délicat parce que le droit est intimement lié à la politique et à l'intervention des syndicats. Donc moi, je vais avoir un propos plutôt neutre. Ce qu'il faut retenir, c'est que le droit résulte d'une négociation entre les pouvoirs publics et les différents organismes syndicaux ou autres organismes professionnels. Donc souvent, c'est un compromis. C'est le résultat d'un rapport de force. Alors, par rapport à ce phénomène de complexification du droit, il est important de comprendre l'origine de cette complexification. Il n'y a pas une volonté maligne de vouloir complexifier les choses. Ça correspond à une réalité sociologique et économique. Alors, pour le secteur agricole, ce qu'il faut constater ces dernières décennies, c'est deux phénomènes importants. Tout d'abord, un agrandissement important des entreprises, donc des tailles désormais de plus en plus importantes. Alors, on a une grande diversité. On a de petites entreprises, on a des entreprises de taille moyenne et des entreprises plus importantes. Mais même les petites entreprises ont des structures juridiques de plus en plus complexes, alors quand il s'agit de taille importante. Donc, on a un phénomène, d'une part, d'agrandissement, et puis on a aussi un phénomène de diversification qui fait que les entreprises agricoles débordent assez souvent du monde agricole, sont non seulement des entités productrices de production animale et végétale, mais aussi on a des activités de diversification, d'accueil, et maintenant des activités de production d'énergie, voire de prestation de services. Donc c'est pas la volonté forcément des pouvoirs publics de complexifier, c'est la réalité qui est complexe. Et à cette réalité complexe, réalité économique complexe, eh bien on apporte, tant que faire se peut, des réponses juridiques. Et c'est pour cela qu'on constate une complexification à la fois sur le plan juridique, fiscal et aussi social, avec les enjeux de la réglementation économique des aides de la politique agricole commune. Donc le droit, il y a une dimension politique et syndicale importante, et il y a aussi une dimension économique tenant compte de l'évolution des structures, des entités économiques agricoles. Très bien. Est-ce que là en ce moment on est début 2025 pour ceux qui nous regarderaient plus tard. On est en plein dans la loi d'orientation agricole. Elle n'est pas encore votée, donc on peut pas prendre de temps pour la commenter parce que c'est en cours. Par contre, tous les ans il y a des nouveautés fiscales, sociales, etc. qui touchent évidemment avec la loi de finances tous les secteurs d'activité. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'agriculture. Est-ce que tu pourrais nous citer, là, pour 2025, quelques nouveautés qui arrivent, là, pour 2025, sur ces aspects fiscaux et sociaux ou juridiques? Alors, la loi de finances pour 2025 vient d'être publiée au journal officiel. On a une série de dispositions fiscales spécifiques au secteur agricole qui ont principalement pour objet de faciliter la transmission des entreprises. Ce sont l'essentiel des mesures qui sont abordées dans ce cadre-là. Par ailleurs, est en discussion la loi de financement de la sécurité sociale, qui comporte également quelques mesures sociales spécifiques au secteur agricole. On a deux mesures essentielles. Tout d'abord, une réforme des retraites agricoles, c'est un sujet extrêmement important pour ceux qui sont arrivés au terme de leur carrière. Et puis, par ailleurs, on a une refonte de l'assiette sociale agricole, et la loi de financement de la sécurité sociale va apporter quelques précisions sur ce sujet. Donc les principaux thèmes, ce sont des thèmes très concrets. La transmission des entreprises, c'est un enjeu fondamental, et également la couverture sociale. Et dans la loi d'orientation agricole, en cours de discussion, il devrait y avoir aussi des mesures favorisant l'installation de chaînes d'entreprises agricoles qui vont être adoptées. Ouais, finalement, ce qui est compliqué, c'est que
À la fois, tu dis le droit, c'est des mesures très concrètes pour la vie de tous les jours, et à la fois, c'est la façon dont on les présente, dont elles sont rédigées, qui les rendent complexes, des fois avec des mots un peu compliqués, qui font référence voilà, à des textes passés, à des textes... donc ça apporte un peu de complexité, mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, c'est fait pour résoudre ou améliorer le quotidien des entrepreneurs, finalement, au départ. En tout cas, il y a ça au départ, mais tu l'as dit aussi, ça reste un rapport de force. C'est-à-dire que Oui, c'est toujours une histoire de compromis. oui. À la fin, ce qui est voté, c'est issu d'un compromis. Est-ce que tu pourrais préciser une de ces nouveautés de façon un peu plus détaillée pour montrer cet aspect un peu concret du droit sur le quotidien des agriculteurs? Alors, s'agissant des dispositions qui sont en cours de discussion, on a notamment le volet fiscal, avec l'enjeu de la transmission des entreprises, notamment une refonte des dispositions concernant le traitement fiscal des plus-values professionnelles réalisées par les entreprises, et puis le volet social sur les prélèvements sociaux et les prestations sociales, notamment en matière de retraite. C'est principalement les deux mesures. Et puis, dans la loi d'orientation agricole, on aura tout un dispositif pour favoriser et permettre l'installation de nouveaux agriculteurs. Pour les agriculteurs et les porteurs de projets qui voudraient se tenir informés, au-delà de suivre des formations, comment il faut qu'ils s'y prennent parce que finalement, on a l'impression que ça change souvent aussi. Donc il y a les lois de finances en début d'année. C'est quoi les grands rendez-vous des changements euh, de réglementation et comment les agriculteurs peuvent se tenir informés? Alors, c'est une question délicate. Bon, moi, en tant que professionnel, je réalise un travail de veille juridique, je connais les sources, et quasiment quotidiennement, je vois l'évolution des textes, des décrets qui sont publiés, des commentaires qui sont publiés dans les circulaires ou dans le bulletin officiel des finances publiques. Euh, pour les chefs d'entreprise ou les porteurs de projets, c'est plus délicat, hein. Il est difficile de recommander telle ou telle source. Bon, il y a certaines revues agricoles de vulgarisation qui diffusent des informations tout à fait intéressantes. De mon point de vue, l'outil principal pour être informé, ce sont les formations. Ce sont les formations en présentiel ou en distanciel qui permettent ainsi d'être à jour sur les principaux sujets qui peuvent intéresser chacun. Depuis plusieurs mois, sur notre site agrilearn.fr, tu proposes du conseil individuel pour les agriculteurs, les porteurs de projets, des fois même pour des conseillers, en plus des formations. Est-ce que tu pourrais nous dire précisément sur quel thème tu interviens et à quel type de questions tu peux répondre concrètement pour que ça donne un peu d'illustration concrète de l'application de ton travail? Alors, les termes sur lesquels je suis sollicité et pour lesquels je réalise quelques conseils, c'est notamment le choix de la forme juridique. Voilà. Est-ce que ceux qui créent une entreprise ou ceux qui veulent faire évoluer l'entreprise restent en entreprise individuelle ou mettent en place une société, éventuellement plusieurs sociétés, une société immobilière, une société d'exploitation, éventuellement une société commerciale. Donc là, j'essaie de décrypter pour ceux qui me consultent l'enjeu des différentes formules juridiques qui peuvent être mises en place, hein, notamment par rapport à ce phénomène de diversification, puisque de nombreux agriculteurs, désormais, en plus de réaliser une activité de production animale végétale, font des activités de prestation, de production d'énergie, et tout cela nécessite une structuration juridique. Et
en complément, se pose tout de suite la question du choix du régime fiscal, d'imposition des bénéfices, entre les régimes d'imposition des bénéfices agricoles, alors, sans rentrer dans le détail, le micro-BA, le réel BA, mais aussi de nombreux chefs d'entreprise s'intéressent sur le choix éventuel du régime de l'impôt sur les sociétés. Alors pas forcément pour l'ensemble des activités, mais dans l'hypothèse où on a éventuellement deux entreprises, soit une entreprise et une société, ou deux sociétés, eh bien certains font le choix d'avoir une première entreprise qui relève du régime de l'impôt sur le revenu et une deuxième entreprise qui fait des activités différentes, qui fait application du régime de l'impôt sur les sociétés. Donc à ce titre-là, d'ailleurs, on constate pour les entreprises les plus importantes un certain nombre de personnes qui créent des sociétés holding. C'est un phénomène nouveau en agriculture, mais qui tend à s'étendre avec une société, ou voire même plusieurs sociétés d'exploitation agricole, voire des sociétés commerciales, et une partie du capital social de ces sociétés d'exploitation est détenue par une société holding, laquelle est également détenue par le chef d'entreprise. Donc le chef d'entreprise est à la fois associé directement des entreprises qui sont opérationnelles, et ces personnes sont par ailleurs associées d'une société holding qui est associée des sociétés opérationnelles, avec derrière des enjeux très importants en termes de prélèvements fiscaux et sociaux. Ce qui est important, c'est aussi de préciser que finalement, ces montages-là, en fait, ils ne sont pas du tout réservés, ils ne sont pas ciblés par rapport à la taille de la ferme. Parce que tu as dit, avec les activités de diversification, en fait, on peut avoir une petite exploitation où il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui travaillent, qui fait de la vente directe, qui, pourquoi pas, a des panneaux photovoltaïques et vend de l'électricité, qui peut-être a un gîte pour valoriser du patrimoine, etc. Et tout ça, ce sont des activités différentes sur le plan fiscal, social et des fois juridique. Et ça demande en fait un montage un peu fin. Donc en fait, c'est vrai qu'on avait tendance à avoir en tête que finalement, le mot holding, voilà, ça fait penser tout de suite aux grands groupes du CAC 40, etc. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. On peut avoir une petite ferme, voilà, avec du bâti, du foncier en propriété, il faut gérer ça. Une activité agricole, il faut gérer ça. Une activité de service ou une activité commerciale, si on fait de la vente directe, et ben tout ça, il faut le gérer. Et tout ça, ça demande des montages un peu complexes pour optimiser, parce que on sait bien que les marges en agriculture malgré tout, sont pas énormes. Donc, du coup, il faut trouver les bons montages pour optimiser tout ça. Donc ça, c'est important, je pense, comme message à faire passer, que c'est pas du tout réservé en fait à des multinationales ou aux plus grosses exploitations en France. Alors, mon propos n'a pas pour objet de promouvoir des formules complexes. Lorsque je présente ce sujet en formation ou dans le cadre de prestations de conseils, ma démarche est la suivante. On part des formules simples, tant que cela est possible, puisque les formules simples sont peu coûteuses, faciles à gérer, et on envisage des formules plus compliquées quand c'est utile. Utile à l'agriculteur, au chef d'entreprise, pas au prestataire qui suggère des conseils. Donc on a une palette de solutions. Parfois, une simple entreprise qui fait tout peut convenir, Ouais. Et même sans création de société. Après, en effet, on a la question importante, est-ce que c'est utile de faire une société? Et il est vrai que si on envisage de faire une société et que l'entreprise se diversifie, assez souvent, on peut être conduit à devoir faire une deuxième société. Mais parce que c'est utile, c'est nécessaire. Voilà, on fait un GAEC. Le GAEC, normalement, ne peut faire que des activités agricoles. On ne peut pas y mettre des activités, notamment d'achat-revente ou des prestations de services, même s'il semble que la loi d'orientation agricole assouplisse un petit peu les choses. Et donc là, on va éventuellement envisager une deuxième entreprise qui peut être une société de forme commerciale.
Et puis après, on a un niveau supplémentaire qui est de faire une formule plus complexe, mais quand c'est nécessaire, quand c'est utile, hein, d'envisager une ou plusieurs sociétés opérationnelles, et éventuellement, il ne s'agit pas d'imposer ce montage à tout le monde, éventuellement, une société holding qui va avoir une participation. Il ne faut pas comprendre que mon propos est de dire point de salut en dehors des holdings. Hein. Il faut reconnaître cette diversité de solutions, cette diversité de taille des entreprises. Et donc, on a des formules simples qui conviennent tout à fait, des formules un peu plus complexes qui sont adaptées. Puis après, on a des formules un peu plus compliquées qui conviennent à certaines entreprises. Très bien. Ça, c'est sur le sujet agricole. Tu t'intéresses aussi beaucoup au tourisme chez l'habitant. Sur quoi tu es questionné, du coup, quand tu as des séances de conseil individuelles? C'est quoi les problématiques qui ressortent sur ce sujet-là? Alors, le sujet du tourisme chez l'habitant est un sujet totalement d'actualité, sur lequel je travaille beaucoup, puisque les pouvoirs publics souhaitent restreindre ces activités, considérant que le développement de ces locations d'accueil touristique perturbe le marché de la location de longue durée. Alors mon propos n'est pas de porter de jugement, hein, il y a effectivement une dimension économique et politique qui est importante, et fin 2024, le législateur a adopté une loi importante, la loi dite anti-Airbnb, ou la loi Le Meur, avec une série de dispositions qui concernent essentiellement le milieu urbain, quoique la disposition fiscale concerne toute personne. Donc je suis régulièrement interrogé, aussi bien par des organismes qui animent les prestataires du secteur que par des porteurs de projets sur le devenir juridique, fiscal et social. Il faut noter que ces activités étaient plutôt confidentielles il y a 20 à 30 ans, et puis elles se sont développées de façon importante. Et aujourd'hui, après le développement important, il y a un contre-coup en quelque sorte, il y a un effet de balancier, avec une volonté des pouvoirs publics finalement de restreindre ces activités et entre guillemets un peu de décourager ces activités. Donc là, on a une période un peu d'incertitude, puisque, comme disent parfois mes interlocuteurs, hein, qui sont très engagés sur ce secteur, eh bien, les nouvelles règles changent complètement le modèle économique, hein, peuvent remettre en cause la rentabilité. Cela étant, ça correspond à une volonté des pouvoirs publics. Hein. Il y a une majorité de parlementaires qui ont adopté cette loi dite transpartisane. Donc là, on est effectivement en présence d'un phénomène important. Alors, on peut rajouter en plus les réformes fiscales qui sont en cours, qui insécurisent le sujet, avec notamment la réforme des plus-values immobilières pour les loueurs de meublés. La mesure a une portée assez sévère, assez forte. Et puis également, rajoutons la remise en cause du régime de franchise en base de TVA, puisqu'on avait, généralement, on est en présence de petites activités, comparées au secteur commercial classique, et si les pouvoirs publics diminuent le seuil à partir duquel on devient redevable de la TVA, si le texte a été voté, il est dans la loi de finances, pour l'instant il est suspendu, et si un certain nombre de personnes deviennent redevables de la TVA, alors que les clients ne récupèrent pas la TVA, eh bien, cela peut remettre en cause les activités. Et donc, ça veut dire que finalement, le droit, c'est soit un facilitateur pour développer, soit pour contraindre. En fait, c'est un levier important dans un sens ou dans l'autre. On va faciliter le développement d'une activité, d'un processus, où on peut le restreindre fortement. Oui. Le droit, normalement, ne fait que traduire la volonté politique de nos représentants. Et le droit, c'est un instrument d'incitation ou un instrument
de régulation, hein, pour prendre un terme neutre. Donc de régulation, de restreindre le développement de ces activités au profit d'autres. Et là, s'agissant des activités touristiques, les dispositions juridiques et fiscales qui sont mises en œuvre traduisent complètement cette volonté de régulation, de réorientation des activités en question. Il y a un troisième thème sur lequel tu interviens qui m'est cher, c'est les circuits courts, et plus particulièrement, tu interviens sur le sujet des magasins de producteurs, où tu es régulièrement interrogé, je sais, sur cette réglementation aussi qui évolue. Est-ce que tu peux nous dire un peu les enjeux de la réglementation de ces magasins de producteurs, ce qui est en train un peu de se jouer depuis quelque temps, et, parce que face à un circuit qui fonctionne bien, c'est une vraie solution pour les agriculteurs qui sont en vente directe, avec vraiment des belles réussites humaines et économiques. Mais derrière, c'est quoi un peu les enjeux et sur quoi tu es interrogé aujourd'hui? Alors, les enjeux dans le domaine réglementaire sur le sujet concernent tout d'abord le choix de la structure juridique. Sur ce point, comme j'ai dit précédemment, le choix juridique n'est pas neutre, hein, entre ceux qui mettent en place des sociétés commerciales, d'autres qui mettent en place des sociétés coopératives, ou enfin certains qui mettent en place des associations. Derrière, on a une dimension patrimoniale, économique importante. Donc moi je réalise en effet également des formations sur le sujet, et après chaque groupe choisit la formule qui lui convient, avec en effet, on va dire, trois grandes orientations. Ceux qui choisissent la formule associative, sachant que dans ce cas-là, eh bien, ils ne vont pas tirer un profit puisqu'il n'y a pas de capital social, ou la formule de société commerciale, ou enfin la formule de société coopérative. Alors, après, on découle le régime fiscal. Il y a, entre les structures qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, celles qui sont exonérées. Le sujet, certainement le plus délicat par rapport à ce point, et l'État est un peu à l'origine de cette difficulté, c'est la réglementation concernant l'hygiène alimentaire. Alors, je n'essaie pas de mettre en cause le ministère de l'Agriculture, mais la direction compétente a remis en cause un dispositif de simplification de remise directe. Et aujourd'hui, on a une période d'incertitude, d'insécurité sur les obligations qui sont effectivement applicables aux magasins de producteurs. On est arrivé dans les années 2010 à un équilibre, et malheureusement, on a remis en cause cet équilibre. Bon, heureusement, il ne semble pas que les pouvoirs publics réalisent des contrôles sévères, mais ce serait bien d'avoir une stabilisation. Et puis on a un deuxième sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé et que les acteurs de ce secteur suivent de très près, c'est le sujet de la TVA. Bon, aujourd'hui il est stabilisé, les règles sont claires, mais en effet il y a une série de contrôles fiscaux, il y avait une incompréhension sur le taux de TVA. Aujourd'hui c'est à peu près stabilisé. Mais ça, s'agissant des magasins de producteurs, le volet juridique est important, mais il est complémentaire, hein, sur ces structures collectives. Ce qui importe en premier lieu, c'est la dimension humaine. Donc il est important que les agriculteurs se forment sur le sujet, la dimension économique. Et enfin, en dernier lieu, hein, de mon point de vue, je pense qu'il faut positionner le droit en dernier point, c'est la structuration juridique et le régime fiscal. Effectivement, je suis d'accord avec toi sur l'ordre de priorité. Oui. Ceci dit, ce que tu as dit sur le point de la remise directe, c'est un point important parce que jusqu'à présent, si je simplifie, tu me dis si j'ai raison, c'est enfin jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques temps, en fait, c'était en fait, on était considéré comme dans le prolongement de l'activité agricole d'être en magasin, donc on pouvait être en remise directe, hein, même si c'était une SARL, même s'il y avait une forme commerciale pour le magasin de producteur, peu importe la forme juridique. Et ça, c'est ça qui a été remis en cause, qui sous-tendrait que les producteurs doivent passer en démarche pour leur atelier de transformation d'avoir un agrément européen. Exactement. Voilà. Et c'est ça qui est un peu complexe et qui pourrait, pour moi, remettre en cause la viabilité de ces projets-là. Tout à fait. Parce que ça change énormément de choses pour un producteur s'il doit passer en agrément ou s'il est en remise directe.
Super, merci pour ces précisions. Encore un sujet qui m'intéresse parce que je sais que tu as travaillé dessus, on en a parlé déjà à plusieurs reprises ensemble. C'est un peu les nouvelles formes d'installation en agriculture, notamment il y a beaucoup de formes enfin, collectives, c'est-à-dire de porteurs de projets hors cadre familiaux, qui finalement, pour s'installer, choisissent de ne pas s'installer seuls, mais choisissent de s'installer en groupe. Et souvent, en fait, ils ont des réflexions qui vont au-delà des structures juridiques habituelles. Alors, des fois, ils s'installent en GEC, comme habituellement, en ERL, etc. Mais des fois, en fait, ils réfléchissent à de nouvelles formes juridiques, notamment, je pense au SCOP, mais il n'y a pas que ça, et qui posent des questions à tout le monde, parce que du coup, que ce soit pour la filiation sociale ou pour les aides à l'installation, enfin, pour toutes ces questions-là, finalement, c'est des nouvelles formes d'installation qui bousculent un peu les repères. Toi qui as travaillé sur ce sujet-là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, en effet, depuis plusieurs années, je travaille sur ce sujet. D'ailleurs, j'ai même conçu une publication qui permet la comparaison entre les sociétés civiles agricoles, GEC et RLSEA, et notamment les SCOP, avec une comparaison juridique, fiscale, sociale, et aussi au regard de la réglementation économique de la PAC. Et en plus, avec une autre personne, on a conçu une formation sur ce sujet, alors qui permet de présenter ces différentes formules que je vais indiquer de façon synthétique. Alors tout d'abord, les espaces tests agricoles, ce qu'on appelle aussi les couveuses agricoles, formule tout à fait intéressante pour permettre de s'essayer à l'agriculture, pas forcément s'engager tout de suite. Et puis, pour ceux qui ont passé ce stade, un certain nombre, en effet, mettent en place des structures particulières que sont les SCOP, Sociétés coopératives de production. Donc c'est un phénomène assez nouveau, tout à fait intéressant, avec quand même quelques blocages, puisque ces SCOP, alors, elles ont été reconnues comme pouvant bénéficier des aides de la PAC, puisque désormais il faut être agriculteur actif, mais in extremis. Cela étant, on a quand même un blocage, à savoir que lorsque les personnes remplissent les conditions pour bénéficier des aides à l'installation, conditions d'âge, de revenus, ainsi de suite, eh bien, les associés des SCOP ne sont pas éligibles aux aides à l'installation. Et puis, dans cette formule également, il y a une dimension de statut social qui est très importante en termes de cotisation sociale et de couverture sociale, et aussi une dimension juridique, patrimoniale importante, puisque ces formules conduisent à ce que les parts sociales ne prennent pas de valeur. Donc il faut avoir des convictions très fortes. C'est vrai que c'est un bon outil d'installation, mais avec quelques inadaptations. C'est juste, je te coupe, oui. Pardon, c'est le fait que les gens soient salariés dans la SCOP et pas travailleurs non salariés qui pose ces problèmes-là, ou c'est autre chose? Qu'est-ce qui fait que ça pose problème pour toucher des aides à l'installation? Vu que cette présentation est très synthétique, il y a quelques raccourcis, mais en effet, il faut retenir que pour ceux qui adoptent la formule de la SCOP, ils relèvent d'un statut social de salarié, avec une couverture sociale de salarié. Alors que dans les formules classiques, les personnes sont non salariées, affiliées en tant que telles auprès de la MSA. Et c'est justement ce statut social de salarié, avec ses avantages, qui n'est pas adapté pour prétendre à certaines mesures, et notamment les aides à l'installation. Alors de mon point de vue, c'est un choix franco-français. La réglementation économique ne conditionne pas le choix du statut social. D'ailleurs, il y a un arrêt de la Cour de justice européenne qui avait permis à un État membre d'accorder des aides à l'installation à un chef d'entreprise qui avait un statut de salarié. Donc ça, là, c'est une illustration parfaite de la volonté politique pour assouplir ou pas les règles juridiques. Mais je pense qu'à terme, ça sera le fait. Alors, il semble que certaines régions aient permis à des jeunes de pouvoir prétendre aux aides à l'installation alors qu'ils s'installent dans le cadre de SCOP. Et puis, pour terminer le panorama de ces formules, entre guillemets, dites atypiques, un peu originales, on a également quelques SIC, sociétés coopératives d'installation, sociétés coopératives d'intérêt collectif,
Et aussi, pour parfaire cette présentation, et le partenaire avec lequel je travaille est gérant de cette formule juridique, des coopératives d'activité d'emploi. Alors là, on arrive à un niveau assez... alors, c'est pas que c'est complexe, c'est plutôt méconnu, mais cette formule commence à croître. Hein, c'est la situation. On a des personnes qui ont leur activité, mais elles sont leur propre activité, mais elles sont adhérentes de cette coopérative d'activité d'emploi avec un statut social de salarié. Okay. Une sorte de pépinière d'entreprise. Alors, ce n'est pas qu'une pépinière d'entreprise, parce que la pépinière d'entreprise, ça correspond à une situation temporaire. La pépinière d'entreprise ressemble plus aux espaces tests agricoles. Alors que là, on est une situation plus stable, si ce n'est que au lieu que la personne ait une entreprise individuelle seule ou une société agricole classique, elle a son activité personnelle, mais qui est encadrée dans le cadre de cette coopérative d'activité d'emploi, CE. Francis, on arrive au bout de ce podcast. Je te remercie de t'être prêté au jeu. C'est un thème qui n'est pas évident à aborder. J'espère que notre audience aura compris que le lien entre le droit qui peut paraître quelque chose d'un peu opaque quand on lit les textes et la réalité de l'application concrète tous les jours, dans leur vie de tous les jours, et aussi que finalement le fait de maîtriser un minimum ces enjeux, ça permet de faire les bons choix au quotidien. Je ferai le parallèle pour terminer avec le thématique, tu vois, de la comptabilité. Finalement, on a un peu les mêmes questions sur la comptabilité. Des fois, on se dit, bah, la comptabilité, c'est le problème de l'expert comptable. C'est pas le problème de l'entrepreneur. Eh ben, pour moi, le droit, c'est un peu pareil. C'est comme pour la comptabilité, il faut maîtriser les bases de la comptabilité. Sinon, on ne comprend pas ce que nous dit notre expert comptable. Ça ne veut pas dire qu'on va la faire soi-même. Et de la même façon, pour la réglementation, il faut comprendre les enjeux, comme tu l'as dit, de la réglementation de son secteur d'activité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas faire appel à un conseiller indépendant ou à un expert, bien au contraire, mais qu'on sera en mesure de bien comprendre les conseils qu'il nous donne et de faire un choix éclairé. Merci Francis.